Bonjour, bienvenue à ce 7e épisode de Jouer le jeu, un endroit où est-ce qu'on explore tous ensemble des méthodes de théâtre et comment celles-ci peuvent s'appliquer à l'interprétation dans un contexte de jeu de rôle. Je vous ai parlé récemment de Stanislavski, un théoricien qui souhaitait que les gens se plongent dans leurs émotions. Aujourd'hui, je vous parle de Bertolt Brecht, un théoricien qui, lui, souhaite que les gens se détachent de leurs émotions. Bertolt Brecht est un dramaturge, metteur en scène et théoricien allemand des années 1900 qui est célèbre pour avoir développé le concept de théâtre épique. Brecht rejetait l'idée de théâtre visant à faire identifier le public au personnage ou à susciter une catharsis émotionnelle, comme le faisaient Artaud et Stanislavski. À la place, il souhaite que le public conserve une distance critique, permettant des réflexions sur les enjeux sociaux et politiques soulevés par la pièce. Son théâtre avait comme but de défamiliariser, ou en allemand Verfremdungseffekt, effet de distanciation, pour que le spectateur observe les situations avec un œil rationnel et analytique. Un concept clé, c'est le théâtre épique. Développé par Brecht, celui-ci vise à provoquer un questionnement chez le spectateur. Contrairement au théâtre dramatique qui cherche à impliquer émotionnellement le public, le théâtre épique cherche à créer une distance émotionnelle. Brecht voulait que le public voie les personnages comme des représentations d'idées ou des problèmes sociaux, plutôt que de simples individus. Ça permettait de réfléchir au système et aux structures qui vont influencer les actions des personnages. 4 principes clés. L'effet de distanciation. Donc, je vous ai parlé du Verfremdungseffekt. L'une des techniques les plus connues de Brecht, c'est l'effet de distanciation. C'est un procédé qui vise à empêcher le public de s'identifier pleinement au personnage ou à l'intrigue afin qu'il puisse réfléchir de manière critique à ce qu'il voit. C'est un peu intense. Brecht voyait les techniques comme un bris du quatrième mur, des panneaux explicatifs, des chansons qui sont à des moments aléatoires ou des commentaires du narrateur pour rappeler aux spectateurs qu'ils sont en train de regarder une fiction. Pour Brecht, le théâtre ne devait pas être une expérience émotionnelle passive. Il voulait que le spectateur soit un observateur actif, capable de questionner les actions des personnages et des situations. Le public devait réfléchir aux alternatives des actions posées sur scène et se demander comment les événements auraient pu se dérouler autrement si les actions avaient été différentes. Brecht aussi voyait le théâtre comme un outil pour examiner, pour critiquer la structure sociale et politique. Des pièces de théâtre célèbres comme Marc Courage et ses enfants ou La vie de Galilée exposent des mécanismes d'oppression et de dynamique de pouvoir. Le but était de montrer que le changement social était possible et que les actions individuelles étaient influencées par des forces économiques, sociales et politiques plus larges que soi-même. Finalement, Brecht s'opposait à l'idée aristotélicienne de la catharsis, c'est-à-dire de la purification des émotions par le théâtre. Il voulait pas que le public se purge de ses émotions en s'identifiant au personnage et en vivant des conflits internes. Au contraire, Brecht cherchait à créer une réaction intellectuelle. Il voulait que le public sorte de la pièce avec des questionnements et des réflexions sur la société plutôt qu'avoir des émotions qui étaient résolues. C'est bien beau tout ça. Comment est-ce qu'on applique ça au jeu de rôle? Dans un jeu de rôle, l'effet de distanciation peut être utilisé pour encourager les joueurs à adopter une attitude critique face aux actions de leur personnage. Ça peut impliquer de briser les conventions habituelles de jeu pour rappeler aux joueurs qu'ils sont en train de participer à une histoire et qu'ils peuvent se questionner pendant le déroulement. On cherche donc à briser l'immersion, volontairement. Par exemple, le maître de jeu pourrait intercaler des moments où il s'adresse directement aux joueurs pour leur poser des questions sur leur choix de personnage hors jeu. Par exemple, il pourrait demander « Votre personnage vient de faire ça pour obtenir de l'argent, mais c'est quoi les conséquences sociales de son action? » Ça va forcer le joueur à sortir de l'immersion et à réfléchir aux implications morales et sociales et politiques de leur choix. Par exemple, des pauses narratives peuvent être introduites où des narrateurs ou des personnages extérieurs commentent les actions en cours, invitent les joueurs à réfléchir de manière critique aux décisions de leur personnage plutôt que de leur faire vivre littéralement tout sur un plan émotionnel. Dans l'esprit de Brecht, les joueurs peuvent être encouragés à adopter un point de vue critique sur leur personnage au lieu de se concentrer sur leur incarnation, oui, de manière immersive. Ça veut dire que les joueurs peuvent être invités à commenter leurs propres choix ou à analyser les dynamiques sociales dans un monde imaginaire dans lequel ils jouent. Par exemple, dans un jeu où les joueurs évoluent dans un système féodal, les joueurs peuvent être invités à réfléchir sur la manière dont leurs actions vont influencer le système mis en place. Le maître de jeu peut introduire des moments où les joueurs discutent de manière méta sur des structures sociales du monde de jeu, comme des inégalités de classe, des inégalités de pouvoir. Ça permet de transformer l'expérience de jeu en une réflexion sur les structures sociales et politiques du monde imaginaire dans lequel on se trouve. Ça me fait penser quand même à la partie des duchés qu'on fait avec Félix, où est-ce que le système féodal mis en place est très rigide et structuré et que les actions de mon personnage influencent ce système-là.
Tout comme Brecht mettait l'accent sur le contexte social et politique dans ses pièces, un maître de jeu peut introduire un monde où les dynamiques sociales sont au premier plan. Le jeu de rôle devient alors un moyen d'explorer les relations de pouvoir sur l'oppression, sur les révolutions ou les injustices, par exemple. Ça permet aux joueurs de voir comment leurs actions peuvent influencer ou sont influencées par les forces sociales plus grandes qu'eux-mêmes. Par exemple, dans une campagne où les personnages luttent contre une dictature, les joueurs sont pas simplement des héros rebelles. Il faut aussi qu'ils comprennent comment est-ce que leur action affecte la population civile, la propagande du régime ou même les alliances politiques. Le maître de jeu peut introduire des dilemmes éthiques où les personnages doivent faire des choix nuancés, qui exposent ainsi les conséquences sociales de leurs actions. Un principe central du théâtre brechtien, c'est que le théâtre doit poser des questions plutôt que de fournir des réponses. Dans un jeu de rôle, ça peut se traduire par des scénarios où les problèmes sociaux sont pas facilement résolus. Les joueurs peuvent affronter des dilemmes sans solution claire, ce qui les pousse à leur réfléchir sur des questions complexes. Par exemple, dans un jeu de rôle basé sur des conflits sociaux, par exemple, le maître de jeu peut éviter de proposer une bonne ou une mauvaise solution au problème de personnage. Les joueurs doivent donc naviguer dans un monde où les choix sont souvent ambigus, tout en restant conscients des forces sociales et politiques qui vont influencer leurs décisions. Cette approche-là va encourager une réflexion critique similaire à ce que Brecht souhaitait susciter chez les spectateurs. Contrairement à des jeux qui cherchent à créer une immersion émotionnelle profonde, le jeu de rôle inspiré de Brecht peut volontairement rompre cette immersion-là pour inviter les joueurs à réfléchir. Par exemple, un maître de jeu peut utiliser des techniques comme le changement de perspective, où les joueurs sont invités à prendre un rôle différent temporairement ou à commenter l'action en cours, brisant ainsi une identification émotionnelle immédiate. Un exemple pourrait être d'interrompre une scène dramatique pour demander aux joueurs personnellement de réfléchir aux implications sociales de leurs actions ou aux motivations économiques derrière les décisions de leurs personnages. Ça va renforcer l'idée que le jeu de rôle, comme le théâtre brechtien, est une forme de réflexion critique de la société. Bertolt Brecht a donc, en conclusion, transformé le théâtre en un espace de réflexion critique où les spectateurs étaient invités à observer les dynamiques sociales et politiques avec une distance qui est plus analytique qu'émotionnelle. Cette approche-là peut enrichir le jeu de rôle en permettant aux joueurs de prendre du recul par rapport à l'immersion émotionnelle traditionnelle et de réfléchir aux enjeux sociaux et moraux des mondes dans lesquels ils évoluent. En utilisant des techniques comme l'effet de distanciation, en mettant l'accent sur des structures sociales, puis en créant des dilemmes sans solution facile, les maîtres de jeu peuvent transformer l'expérience des joueurs en une partie où la réflexion et l'analyse sont au cœur du jeu. Comme avec le théâtre épique de Brecht, les jeux de rôle peuvent devenir des espaces pour questionner la réalité, explorer des systèmes sociaux, tout en renforçant l'engagement intellectuel des participants plutôt que de viser l'émotionnel. C'est une technique, selon moi, qui peut être plus intéressante pour les joueurs qui ont de la difficulté avec l'interprétation, qui sont mal à l'aise, qui sont gênés, qui sont timides, qui ne savent pas par quel bout le prendre. Je pense que pour un party qui a cette dynamique-là, le théâtre brechtien peut être une porte intéressante à observer pour pouvoir continuer d'interpréter sans s'immerger émotionnellement, sans s'impliquer émotionnellement. Donc, à mon avis, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on touche quand même d'une certaine façon avec les duchés. Donc, si vous êtes capable, en commentaire, peut-être de faire des parallèles avec des moments dans les duchés qui sont brechtiens, je vous invite à me les partager. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous invite à continuer de suivre nos aventures sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et si vous êtes impatient, de les suivre sur Patreon, où on vous propose du contenu exclusif, mais surtout en primeur. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique fin de journée.